Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir. Une édition bien sûr aujourd'hui encore avec de nombreux invités pour comprendre et débattre autour de la crise de confiance sur les marchés financiers. Les titres avec une première intervention directe de la France pour sauver le groupe franco-belge Dexia qui finance les collectivités locales. 3 milliards d'euros débloqués en urgence par Paris. Officiellement, le système bancaire français est toujours qualifié de solide, mais des mesures sont attendues dans les jours qui viennent pour garantir le financement de l'économie et la distribution de crédit. Aucune banque européenne ne doit être acculée à la faillite, déclare il y a un instant François Fillon, qui renouvelle son appel à l'unité nationale lors de la journée parlementaire du nouveau centre à Beaune, où nous rejoindrons en duplex Hervé Morin. À Paris, ce soir, la bourse en hausse de 2%. Aux États-Unis, George Bush ne renonce pas à faire adopter le plan de sauvetage rejeté hier soir par la Chambre des représentants. Les autres titres, J-1 avant l'élection du président du Sénat, donc ce sera demain, Gérard Larcher, grand favori. L'enjeu de la formation professionnelle, 25 milliards d'euros que l'État aimerait voir mieux utilisés pour lutter contre le chômage. Enfin, la lutte contre l'obésité, Roselyne Bachelot refuse une taxe malbouffe. À la une de l'actualité, donc, Sonia, c'est François Fillon qui, il y a un instant, n'en démord pas et relance son appel à l'unité en ces temps de crise. Le Premier ministre qui relance son appel à l'unité nationale face aux dangers de la crise financière. Il a répondu à François Hollande qui refuse de soutenir une politique qui échoue. François Fillon était tout à l'heure devant les parlementaires du nouveau centre à Beaune. On l'écoute. La situation, mes chers amis, elle réclame du sang-froid, de la ténacité, elle réclame aussi de l'unité nationale. Il y a des moments où dans la vie d'un pays, il faut faire bloc. Il y a des moments où le sens de l'intérêt général doit l'emporter sur celui des intérêts particuliers. Il y a des moments où la volonté d'unir nos forces et nos idées doit supplanter le goût de nos divisions. Voilà, et donc je vous le rappelle, le Parti socialiste, par la voix de François Hollande, avait déjà opposé une fin de non-recevoir dès hier à cet appel de François Fillon à l'unité nationale. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. En tous les cas, la France est directement touchée par la crise avec aujourd'hui la nécessité de renflouer le groupe Dexia. Oui, une nuit blanche de négociations et un accord. 6 milliards 400 millions d'euros. C'est le montant qui sera injecté par les gouvernements belges, français et luxembourgeois. Cette injection de capital vise à rassurer les marchés. Aujourd'hui, les deux dirigeants de Dexia ont démissionné de leurs fonctions. Nicolas Béard. Oui, elle a été convoquée en urgence par la commission des finances du Sénat. En pleine déroute boursière, la banque franco-belge Dexia a été renflouée in extremis. La nuit dernière, le Luxembourg, la Belgique et la France ont mis la main à la poche. 6 milliards 400 millions d'euros exactement. À circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que l'État devra rester longtemps dans le capital, mais pour traverser ce moment difficile, eh bien, on voit que seul l'État peut intervenir. Dexia, c'est la banque des collectivités locales. Auprès d'elle, le groupe réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Elle finance notamment des crèches, des logements sociaux. Ceci explique peut-être l'empressement de la France à débourser autant d'argent aussi vite. 2 milliards d'euros pour la Caisse des dépôts et consignations, pas moins d'1 milliard pour l'État français. Les caisses n'étaient pas complètement vides, si je comprends bien. Donc on va, j'espère aujourd'hui, savoir d'où viennent ce 1 milliard que l'État est capable de mettre sur la table. Comme ça, je n'ai aucune idée. Quand on voit l'élaboration très difficile du budget 2009, je ne sais pas sur quel crédit ils vont être pris. Une nouvelle victime de la crise est donc sauvée, mais d'autres restent exposées comme les banques belges ING et KBC. La crise se rapproche, il est probable que tôt ou tard, elle traverse une bonne fois pour toutes la frontière. Alors faut-il redouter d'autres défaillances d'établissements bancaires en France? Une réunion de crise à l'Elysée s'est donc tenue ce matin autour du chef de l'État. Il y avait tous les patrons des grandes banques et des assureurs. Oui, ils sont tous venus ce matin. Peu de choses ont filtré. Certains participants ont mis en avant la solidité des banques françaises alors que la tempête financière contraint pour la première fois Paris à mettre la main à la poche pour sauver la banque franco-belge Dexia. On écoute Henri Decastre, le PDG d'AXA. Le système financier français est un système stable, qui a une solvabilité très confortable. Et je crois que dans des moments comme ceux-ci, qui sont des moments tendus, il ne faut pas paniquer. Il y a un pilote, il y a des pilotes dans l'avion.
les mesures appropriées ont été prises. Ce qui vient de se passer sur Dexia le montre de façon très claire. Donc, dans la droite ligne de ce que le président de la République avait dit à Toulon, je crois que les Français peuvent considérer que le système financier français est stable. Et puis aux États-Unis, le président américain George Bush a déclaré que les efforts en vue de faire adopter le plan de sauvetage se poursuivaient. Il précise que son rejet hier par la Chambre des représentants ne signifiait pas la fin du processus législatif. C'est l'un des rares leviers avec les emplois aidés dont dispose le gouvernement pour lutter contre le chômage qui est reparti à la hausse. La manne que certains estiment mal utilisée de la formation professionnelle. Oui, avec l'augmentation du nombre des chômeurs qui va se poursuivre, l'enjeu est important pour le gouvernement. Réformer la formation professionnelle pour mieux utiliser les fonds collectés. Il faut dire que la cagnotte est importante, elle s'élève à 26 milliards d'euros. Élise Cardi. Les mêmes, un an après. C'est le MEDEF qui reçoit les syndicats. Une réunion qui tombe à point nommé au lendemain de la publication des chiffres du chômage. Car miser sur la formation professionnelle, c'est miser sur l'emploi. Il est clair que la formation professionnelle est un moyen, si c'est bien utilisé, d'accroître la compétitivité des entreprises. Quand les entreprises sont compétitives, elles peuvent bien entendu maintenir, voire développer leur emploi. Et pour booster la formation professionnelle, tous sont des idées. Ils peuvent s'appuyer sur des structures solides comme l'UNEDIC et des acquis importants comme l'accord interprofessionnel signé en 2003 et sur des fonds aussi, 26 milliards d'euros en tout. C'est pas qu'une question d'argent, quoi. C'est-à-dire comment une petite entreprise, on va l'aider à construire son plan de formation. Comment on va aider les salariés qui partent, comment on va aider les chefs d'entreprise à remplacer un salarié qui part en formation. Dans une petite entreprise de 10 salariés, c'est un problème qui est très très fort. Dans cette période de crise de l'emploi, le gouvernement en mise beaucoup sur ces négociations. Il veut aller vite, trop vite selon certains. Il leur a donné 3 mois pour aboutir. Les partenaires sociaux demandent du calme pour réfléchir. Il convient de dire au gouvernement de nous laisser travailler et de faire confiance aux négociateurs parce qu'en fait, il me semble qu'on n'aura pas de difficulté à travailler sur des lignes entre les négociateurs patronaux et syndicaux, mais par contre les interférences de l'extérieur seront peut-être les choses qui nous poseront le plus de problèmes dans cette négociation. Les partenaires sociaux ont prévu de se retrouver toutes les 2 semaines jusqu'à la fin de la négociation. Demain, c'est l'élection du président du Sénat. Oui, avec peu de suspense. 3 candidats. Gérard Larcher, candidat désigné de l'UMP. Alain Lambert, le candidat dissident de la majorité. Jean-Pierre Bel, réélu à l'unanimité président du groupe PS au Sénat. Une interrogation subsiste. La candidature de la sénatrice communiste Nicole Borvo. Alors, l'ancien ministre du Travail Gérard Larcher a toutes les chances d'emporter la présidence demain. L'UMP restant le groupe le plus important au Sénat. Pierre Bon-Joseph. 71, 260. Il ne leur reste que quelques heures pour placer les nouveaux élus. Demain, ce sont 343 sénateurs qui éliront leur nouveau président. Je disais qu'il y avait des groupes qui avaient gagné des parlementaires, d'autres qui en ont perdu un peu. Donc ça décale un petit peu l'ensemble de l'hémicycle. Malgré la candidature de dernière minute du sénateur UMP Alain Lambert, c'est bien Gérard Larcher, 59 ans, sénateur des Yvelines et vainqueur de la primaire à l'UMP, qui devrait prendre les rênes de la Haute Assemblée. Une nouvelle chambre donc, mais un scrutin sans grande surprise. Je serai moins sûr de moi dans 3 ans parce que je pense qu'effectivement maintenant la gauche est en passe de pouvoir prendre le Sénat, mais pour cette fois-ci les choses sont claires. Mais la vraie bataille entre majorité et opposition aura lieu en coulisses pour les postes de questeur et de vice-président de l'Assemblée et pourquoi pas plus pour les socialistes. Pourquoi pas une présidence de commission? Après tout, on a vu qu'à l'Assemblée nationale, on avait donné la commission des finances à l'opposition. Ça serait bien que le Sénat fasse de même. Reste une inconnue, le nombre de tours nécessaires à l'élection du nouveau président. Avec 151 voix, l'UMP aura besoin de tous les centristes sans exception pour l'emporter dès le premier tour. Le pilote de l'avion de tourisme qui a évité de justesse dimanche l'appareil transportant le Premier ministre François Fillon a été placé aujourd'hui en garde à vue. Voilà, il est placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Notre premier invité ce soir, Sonia Mabrouk, c'est Hervé Morin. Il est en ligne de Beaune tout de suite.
Hervé Morin est donc en ligne de Beaune, où s'est tenue aujourd'hui la journée parlementaire du nouveau centre. Oui, les centristes rallient à Nicolas Sarkozy qui se vole l'aiguillon social du gouvernement. Alors le sauvetage de la banque Dexia d'abord, monsieur le ministre, bonsoir. En une nuit et même en quelques heures, le gouvernement a su mobiliser la somme nécessaire, la somme qui représente en fait le double de ce qui est nécessaire pour assurer le financement du RSA. Votre réaction ? Il est évident qu'il y a parmi les impératifs de tout gouvernement, et j'allais dire de tous les gouvernements européens, la nécessité de préserver la stabilité de notre système bancaire, puisque de lui découle le financement de notre économie, et de lui aussi découle la confiance que nos compatriotes peuvent avoir pour leurs banques. Et donc, il nous appartient, comme il appartient à l'ensemble des pays européens, d'assurer la stabilité du système bancaire et donc de sauver les banques qui doivent être sauvées. Mais quelle contrepartie vous réclamez aujourd'hui justement des funambules de la finance ? Écoutez, pour l'instant, il y aura des responsabilités à rechercher, il y a des nouvelles règles de gouvernance à trouver, et on voit bien que ces règles de gouvernance, elles doivent être à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Vous aurez observé que le G8 et que le FMI, la Banque mondiale, bref, l'ensemble des institutions de Bretton Woods sont complètement absentes ou trop absentes par rapport à une crise de cette ampleur, et que nous avons à repenser et à recréer un système qui assure la gouvernance, la transparence et l'éthique. Et bien entendu, il nous faudra aussi trouver les responsables et rechercher les responsables de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors Hervé Morin, il va également falloir trouver l'argent, hein. Ce sont les contribuables aujourd'hui qui vont devoir payer. On sait que le gouvernement a décidé de laisser filer les déficits. Or, c'était votre impératif numéro 1 au nouveau centre. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui pour exister ? Vous voyez bien que, à une situation exceptionnelle, il faut savoir s'adapter. Quand vous parlez de laisser filer les déficits, moi j'observe, en tant que ministre de la Défense, par exemple, c'est la première fois dans l'histoire des 50 dernières années du ministère de la Défense que la masse salariale du ministère va diminuer. Et donc, le déficit va certes s'accroître en 2009, mais il ne s'accroît pas parce que nous faisons preuve de laxisme, il s'accroît parce que les intérêts de la dette ont augmenté, d'environ ça coûte à peu près 5 milliards d'euros, et que le coût des pensions représente à peu près 3 milliards. Et donc, l'État continue à faire l'effort. Si nous maintenons cet effort sur le long terme, nous finirons par réduire les déficits et revenir à l'équilibre. Qu'en revanche, en période de crise, nous n'ajoutions pas de la rigueur à la rigueur, ça me semble le naturel des choses. Réussite mettez-vous aujourd'hui à votre actif? On sait qu'on vous a beaucoup entendu sur le fichier Edwige et pas sur le reste. Écoutez, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas assez attentive. J'observe que sur la révision de la Constitution, sans laquelle, sans notre présence, cette révision n'aurait pas pu être adoptée. J'observe que sur la révision constitutionnelle, nous avons obtenu d'inscrire dans la Constitution le référendum d'initiative populaire. Nous avons obtenu, par exemple, aussi l'inscription de l'équilibre des comptes publics dans la Constitution. Je vous donne un autre exemple sur un autre sujet. Le plafonnement des niches fiscales, c'est un combat que nous menons depuis des années. Je vous donne un troisième exemple qui est celui de la réforme des collectivités locales. Cela fait 6 ou 7 ans que nous demandons la fusion des départements et des régions et la fin du millefeuille administratif français. Eh bien, j'observe que sur ces sujets-là, nous sommes ceux qui avons ouvert la voie avant même que le gouvernement ne la saisisse. Voilà, et le gouvernement, par la voix de son chef, il y a un instant à Beaune, François Fillon, donc a salué ce partenariat que vous avez engagé avec lui. Le nouveau centre Hervé Morin, c'est 11 sénateurs qui voisinent dans le même groupe que leurs frères ennemis restés fidèles à François Bayrou. Est-ce que vous pouvez vous satisfaire de cette situation ? C'est clair que j'aurais préféré que les sénateurs aient un groupe et qu'ils aient un groupe autonome. Malheureusement, nous ne sommes pas 15 et comme vous le savez, il faut 15 sénateurs pour constituer un groupe. Et donc, nous patienterons encore avant de pouvoir voler nos propres ailes au Sénat. Bon, vous n'avez pas tenté quand même de débaucher d'autres sénateurs centristes pour qu'ils vous rejoignent et qu'ils forment ce rêve ce groupe dont vous rêvez ? Écoutez, il y a dans le groupe centriste de l'Union centriste 3 composantes, une MoDem, bon.
Une qui s'affiche d'hiver droite et une qui est nouveau centre. Ce que je sais, c'est qu'il y aura dans 3 ans des élections sénatoriales, que 19 d'entre eux sont renouvelables et qu'à ce moment-là, il y aura pour chacun d'entre nous une exigence de clarté, où on se situe. Et donc, je vous donne rendez-vous dans les années qui viennent. Hervé Morin, merci. Vous étiez donc à Beaune pour les journées parlementaires du Nouveau Centre. Voilà, et on débat tout de suite bien des conséquences de la crise financière et de cette perte de confiance qui se répand sur tous les marchés avec nos invités. Nicole Bricq, bonsoir, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne, et vous arrivez à l'instant même de la commission des finances au Sénat où vous avez auditionné Christine Lagarde qui vous a apporté quelques précisions. On attend également Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, rapporteur général du budget. Avec nous également Liam Wang Ngoc, bonsoir, économiste, membre du Parti socialiste, et également notre confrère Romain Guignot, qui est journaliste au Journal des Finances, qui conteste l'intervention de l'État actuellement pour sauver les établissements bancaires. Vous allez pouvoir vous expliquer sur cette thèse qui a cours manifestement à Washington, puisqu'elle explique en partie le rejet du plan Paulson par les Républicains. D'abord, Nicole Bricq, est-ce que la ministre de l'économie vous a apporté des précisions supplémentaires sur le sauvetage de Dexia? Elle est venue à la demande du président de la commission des finances, qui était bien normal, parce que elle nous a non pas détaillé le plan du gouvernement français, mais elle nous a rendu compte des négociations qu'elle a menées avec ses confrères belges et luxembourgeois, et nous a confirmé ce que la presse avait révélé, à savoir que l'État, la France, a porté sa contribution. Alors, pour ce qui concerne, si j'ai bien compris, pour 3 milliards d'euros, la Caisse des dépôts et consignations, qui est déjà au capital, à hauteur de 11%, montrée au capital, et resterait à financer 1 milliard. Et c'est là où les choses deviennent très intéressantes, mais je crois qu'il faudra revenir aussi sur le fond. C'est-à-dire comment une banque comme Dexia, qui n'est pas la seule du reste, on se demande demain de qui il s'agira, une compagnie d'assurance, une autre banque, mais qui a laissé entendre qu'il pourrait y avoir d'autres défaillances, la ministre? Non, qui a fait une opération quand même, et je trouve tout à fait normal que Pierre Richard et M. Miller aient démissionné, sans qu'on ait à leur demander. Même s'il y a eu des pressions amicales, on va dire, dans la mesure où ce sont eux qui ont mené cette opération. Et ce sont eux qui sont allés racheter FSA. Mais elle nous a dit qu'elle se donnait une quinzaine de jours pour définir les modalités de la participation de l'État. J'insiste là-dessus parce que c'est là où nous sommes intéressés particulièrement en tant que parlementaires, à savoir que ce milliard pourrait être soit un emprunt, soit prélevé sur le fonds de privatisation, et notamment, elle a évoqué la privatisation partielle d'EDF, qui était, je vous le rappelle, dans le plan gouvernemental, affectée au financement des universités, en investissement, soit ce serait la loi de finances rectificative qui le mettrait... Elle vous a confirmé qu'il n'y avait pas l'argent aujourd'hui. Donc, il faut trouver l'argent. Elle se donne quelques jours. Elle se donne quelques jours pour définir ses modalités, mais vous comprenez bien que nous sommes particulièrement intéressés par le choix final qui sera opéré, et de toute façon, l'État lui-même contribuera à ce rachat d'actions. Une information, l'État ne sait pas encore comment financer cette opération. Donc. Alors la Caisse des dépôts prendra sa part, elle est actionnaire. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce montage financier qu'elle vous a proposé aujourd'hui? Mais écoutez, je viens de l'apprendre, c'est pour ça que moi j'ai demandé, avant même, si elle nous l'avait dit en commission des finances, j'ai demandé que, pour le moins, les parlementaires disposent d'une mission d'information sur l'ensemble de cette crise financière et bancaire, parce que là, il y a un problème de confiance qui est posé. Bien sûr. Alors, Philippe Marini fait son entrée dans ce studio à la seconde même. Bonsoir.
Vous avez également auditionné avec Nicole Bricq Christine Lagarde il y a quelques minutes de cela, qui vous a donc apporté ces précisions, ou plutôt ces incertitudes sur le financement du sauvetage du groupe franco-belge qui finance les collectivités locales. Vous-même, qu'avez-vous à redire éventuellement à ce plan qui a été proposé, sachant qu'il y a une incertitude sur son financement? Mais tout ça est très gentil. Oui. Quand il y a un grave incendie et que le maire envoie les pompiers, il ne se demande pas si le budget permet de les payer. Pardonnez-moi, on éteint l'incendie d'abord. Oui, mais il faut de l'eau dans les lances. Et on gère après. Donc il est tout à fait normal que Christine Lagarde nous ait fait cette réponse. Le milliard que l'État consacre à la recapitalisation de Dexia n'impacte pas le solde des 3%, dit maastrichtien, car il s'agit des opérations en capital. Le compte de privatisation est actuellement crédité de 5 milliards d'euros de recettes. On en trouvera bien un sur les 5. Mais demain, Philippe Marini, s'il y a de nouvelles défaillances, est-ce qu'on trouvera encore l'argent? Mais bien entendu, parce que tout le problème est de savoir si le système financier risque de craquer ou pas. C'est un problème de solvabilité des établissements, et il s'agit de faire deux choses. De protéger les déposants et les clients et de donner un signal aux spéculateurs qui prennent des positions à terme contre les établissements qui sont considérés comme les maillons les plus faibles de la chaîne. C'est-à-dire que certains considèrent que tous ces plans de sauvetage qui sont mis en œuvre aujourd'hui par les différents États s'apparentent à un hold-up, car il y a des gens qui en profitent, donc, Philippe Marini. Mais vous savez, si on considère que la bonne solution, c'est de laisser ces établissements tomber, de les laisser faire faillite et laisser les contreparties de ces établissements souffrir dans leur propre compte de cette situation, si on considère que c'est la bonne solution, il faut le dire. Je n'ai pas compris ça de mes collègues de l'opposition et je ne l'ai compris de personne. Personne n'oserait soutenir un tel point de vue. Je ne sais pas. Interrogeons peut-être votre voisin, notre confrère Robin Guignot. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste au Journal des Finances et vous êtes sur une ligne différente, justement. Vous estimez que l'État ne devrait pas se mêler de tout cela. C'est bien ça? Oui, et moi, ce qui est drôle, c'est que je me souviens d'une phrase de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, qui, alors en campagne en 2001 ou 2002, disait « l'État ne peut pas tout ». Et je crois que Lionel Jospin serait bien avisé de donner ce conseil à Nicolas Sarkozy et au gouvernement actuel. Moi, je vous prends l'exemple, par exemple, il y a eu ce week-end, on parle de Dexia, mais il y a eu aussi ce week-end l'affaire Fortis. Donc Fortis, qui est une banque belge, et qui était là aussi au bord du gouffre. Il y avait deux solutions. Il y avait la banque BNP Paribas qui avait, elle, fait une offre donc pour racheter Fortis. Et on a préféré à cette solution qui est finalement la solution du marché classique, et c'est comme ça que ça se passe dans un système capitaliste. Les plus forts survivent et les plus faibles se font manger par les plus forts. Bon. On a estimé que la proposition de BNP Paribas n'était pas suffisante, intéressante. Voilà, mais c'est la solution qui devrait être logique. Et qui est on? Quand vous dites on a estimé, c'est qui on? Mais le gouvernement belge qui lui belge. Oui, belge. Oui. Non, mais je prenais un exemple parce que vu qu'en ce moment on voit l'État s'immiscer un peu partout dans les banques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, en Europe. Mais quel est le danger selon vous? Puisque là, a priori, c'est pour apporter des garanties au marché. Quel est donc ce danger que vous estimez aujourd'hui dans ce sauvetage? Le danger, c'est que finalement, les règles du capitalisme, qui sont celles qui fonctionnent depuis longtemps, ne soient aujourd'hui plus respectées et qu'on arrive ensuite à certaines dérives. Philippe Marini, aujourd'hui c'est l'État pompier, et demain ça va être l'État gendarme. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez le rôle de l'État? Le rôle de l'État doit être, de concert avec les autres États européens et plus largement dans le monde, de définir de nouvelles règles du jeu pour la période qui est devant nous. Parce que nous vivons une crise. Nous ne connaissons pas encore sa durée, sa profondeur et ses conséquences. Mais au terme de la crise, il va falloir reconstruire. Et reconstruire le système financier, ce qui suppose sans doute de revenir sur toute une série de considérations, normes comptables, règles prudentielles, règles relatives à la définition des différents métiers financiers qu'il faut sans doute mieux séparer pour qu'ils soient mieux contrôlés. Alors mieux contrôler, le capitalisme régulé, ça va donner quoi? Mais ça donne ce que les socialistes nous réclamons depuis longtemps. C'est-à-dire? Voilà. Très pragmatiquement, on ne va pas faire d'idéologie ce soir.
On est en train de redécouvrir que le marché n'est pas forcément efficient, qu'il peut faire des mauvais choix et qu'il faut mettre de la régulation dans tout ça. C'est ce que nous disons depuis des années. Moi, j'aurais aimé qu'aux États-Unis, la Chambre des représentants s'entende sur le plan Paulson, qui est le minimum. Quand les enfants mettent le feu à la maison, la première chose à faire, c'est d'éteindre l'incendie. Et après, on redéfinit les règles du jeu. Je suis d'accord là-dessus avec Philippe Marini. Normes comptables, agences de notation. Il y a un chantier en Europe, puisque nous avons 3 agences de notation américaines qui manifestement n'ont pas vu venir le coup en mettant des AAA à des produits extrêmement risqués. Un des chantiers à l'échelle européenne pourrait être la constitution d'une agence de notation publique. Alors, les premiers responsables sont donc les agences de notation. Non, elles sont parmi les responsables, si vous voulez, mais on pourrait redéfinir les normes comptables. Et là, puisque le président Sarkozy est à la tête du Conseil européen, il a un certain nombre de chantiers devant lui. Je lisais la une du Monde de ce soir, qui est ce que l'Europe peut faire. Voilà. Nous posions tout à l'heure le problème du financement, parce que là, les nationalisations qui vont s'avérer inévitables dans certains cas vont devoir être financées. Il va falloir remettre en question le pacte de stabilité qui, aujourd'hui, va nous empêcher un certain nombre de sauvetages, alors que nous avons un taux d'épargne extrêmement important, beaucoup plus important qu'aux États-Unis, qui peut être mobilisé par l'emprunt pour financer ce genre de sauvetage, mais à condition de lever le tabou de cette mobilisation de l'épargne. D'autre part, très rapidement, l'autre chantier à l'échelle européenne, c'est le chantier de la politique monétaire. Moi, j'entendais Monsieur Sarkozy, conseillé par Henri Guénaud il y a un an, réclamer un débat sur les taux d'intérêt. Oui. C'est le moment d'inviter la Banque centrale qui a fait son boulot, son boulot en injectant 120 milliards cette semaine, de baisser les taux d'intérêt pour détendre le crédit interbancaire. Le rendez-vous, il est demain, justement, du côté de la BCE. Faut-il effectivement qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt? Qu'en pensez-vous, Nicole Bricq et Philippe Marini? Oui, moi je voudrais quand même dire qu'il y a un autre problème, c'est celui de la confiance que nous avons en nos institutions. L'accès au crédit joue beaucoup pour la confiance. Le président de la République a convoqué les représentants du monde bancaire et financier. Il me semble qu'à un moment donné, et on ne sait pas lequel, mais il faut dès maintenant qu'on puisse savoir, enfin en tout cas en tant que parlementaire de la Commission des Finances, qu'on puisse savoir au même titre que le gouvernement, c'est pour ça que cette mission d'information doit être nommée dans le prochain renouvellement et peut être utile, sera utile, savoir quelle est la confiance qu'on a dans nos institutions bancaires, dans la supervision bancaire, parce que je veux pas être douloureuse, rappeler qu'on a considéré que dans l'affaire Société Générale, qui était d'une autre nature, que la supervision avait rempli son rôle. Bah écoutez, on peut se poser la question aujourd'hui, quand même. Oui, on a la crise, mais on a l'après-crise. Dans la crise, on suspend un certain nombre de contraintes. Par exemple, le financement par l'État serait en période normale considéré comme aide d'État par la Commission, n'est-ce pas? Et Mme Creuse a accepté cette nuit, en se référant à un article bien précis du traité de l'Union européenne, que l'on était en circonstances exceptionnelles et que ce n'est pas une aide d'État. Donc c'est bien la preuve de la difficulté et de l'urgence de la situation. Mais en matière de financement, il y aura l'après-crise. Et de même que l'État a pu se réjouir autrefois de la recapitalisation de France Télécom et d'Alstom, de même, à mon avis, les actifs qu'il est amené à reprendre sont des actifs qui, dans les années qui viennent, seront à nouveau valorisés et seront rétrocédés au marché en faisant des profits. Voilà, ce sont des nationalisations temporaires. Temporaires, voilà. Et on continue, on va parler maintenant d'une question d'actualité. Faut-il une union nationale face à la crise, comme elle est réclamée par François Fillon encore ce soir, on l'a entendu tout à l'heure à Beaune? Je veux bien répondre à cette question, mais ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens parce que ça n'a pas grand sens de dire ça. On est tous responsables. S'il faut sauver des établissements, on les sauvera. Mais quand même, j'aurais répété, je l'ai dit souvent à Public Sénat ici, chaque fois que je suis invitée, que le capital de confiance
qu'avait Nicolas Sarkozy a été gaspillé à l'été 2007 avec le paquet fiscal. Et qu'il n'y a aucune raison. Mais non, mais c'est bien plus grave. Déjà entendu assez souvent. Alors bon, pas d'union nationale du côté du PS, vous le regrettez, Philippe Marini, oui, non? Au moins que dans la période d'urgence, on s'efforce de diffuser des messages qui ne déstabilisent pas encore plus les marchés. Et après, quand on sera sorti de la période d'urgence, eh bien chacun reprendra sa liberté, défendra ses conceptions. Mais c'est la politique. Philippe Marini, encore un mot. Un modèle basé sur la rentabilité la plus forte et sur le court terme. C'est la fin de ce modèle. Allez, c'est encore ce que un nous mot, disons alors depuis des années. que le sénateur Robert Del Picca fait son entrée sur ce plateau. Philippe Marini, vous avez été candidat à la présidence du Sénat. Demain, à qui ira votre voix? Bien entendu, à Gérard Larcher. Mais pourtant, c'est évident, puisque Alain Lambert a pourtant voté pour vous au premier tour. Je me suis engagé dans la primaire, je l'ai dit ici, au moment du dénouement mercredi dernier, aux côtés de Gérard Larcher. Je me suis engagé en donnant ma parole. Je me suis engagé avec des règles du jeu. Celui qui est sélectionné par la primaire, c'est Gérard Larcher. Et je lui apporte mon soutien, comme d'ailleurs Jean-Pierre Raffarin lui a apporté son soutien le plus total. Très bien, c'est noté, Robert Del Picca. Merci d'être avec nous. Marini est un homme de parole, donc... Merci Robert. Robert Del Picca, sénateur représentant les Français installés hors de France. Et aujourd'hui s'est tenue la première rencontre des Européens établis hors de chez eux. Mais souvent en Europe quand même, non? En Europe et ailleurs, mais donc, il y avait 25 pays sur 27 qui étaient représentés, ce qui est une bonne chose. Alors évidemment, la crise financière, on en a parlé, et les Français qui sont dans un autre pays, ils sont confrontés au même problème que ceux qui sont en France et ailleurs, Belgique et ailleurs. D'ailleurs, il y avait 2 ministres belges qui étaient présents aujourd'hui dans cette réunion. Et bien entendu, on a parlé de Fortis et on a parlé de Dexia. Mais d'autres choses aussi. On a parlé aussi d'autres choses. Mais le but, justement, ça était de savoir comment on peut mieux organiser ces Européens de l'étranger dans une Europe en mouvement, puisque c'était le thème de cette réunion. Alors il y a des choses très simples qu'on peut mettre sur la table, c'est que finalement les Français qui sont dans ces pays-là, dans le domaine bancaire, ils vont dans une banque, selon certains pays il y a des réglementations, selon d'autres pays il y a d'autres réglementations. Alors on transfère de l'argent, on ne paye pas dans un pays, dans d'autres pays on doit payer pour transférer l'argent, etc., etc. Donc il y a des choses simples, ce serait au moins de savoir qu'est-ce qui se passe en Europe et comment les pays respectent les directives européennes et les décisions qui sont prises par l'Union européenne. Alors il y a une façon très simple, ce serait d'avoir dans les villes, disons, de plus de 10 à 20 000 habitants, par exemple en France, préfecture, sous-préfecture et autres, un référent européen à la préfecture ou la sous-préfecture. C'est-à-dire un guichet unique où on pourra aller, où les Européens pourront aller, la même chose dans les autres pays européens. Voilà l'exemple de choses simples et pratiques que l'on pourrait mettre en place, un référent européen. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre obstacle, à part ce problème concret de... Qui ne relève pas forcément des finances personnelles. Non, qui ne relève pas des finances personnelles. Mais la vie dans un pays européen paraît simple. Libre circulation des personnes, des capitaux, vous connaissez le sujet. Mais quand vous êtes dans le pays, eh bien vous êtes confronté dans certains pays, à des demandes de carte de séjour, à des assurances spéciales. Il n'y a pas de problème de mobilité aujourd'hui pour... Il n'y a pas de problème de mobilité, mais par exemple, vous allez dans un pays avec votre permis de conduire français et vous faites arrêter par la police. La police n'a pas le même jugement selon les pays des directives européennes et, en principe, vous avez le droit de conduire partout avec votre permis de conduire. Mais il y a des pays où le policier dans la rue, lui, connaît pas cette réglementation. Donc voilà le genre de problème que l'on pourrait régler. Vous estimez que les Européens établis hors de chez eux, quand ils restent dans les limites de l'Europe, font bouger l'Europe plus que les autres? Il y a 8 millions d'Européens qui vivent à l'étranger, qui vivent hors de leur pays. Et ces 8 millions d'Européens, c'est une force vive de la nation européenne en tant que citoyens européens. Ils sont partout dans le monde, ils sont en Europe, mais partout dans le monde, et ils font travailler l'Europe. La plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent pour l'Europe, pas seulement pour la France. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette édition. Je signale le livre de Liam Wannock, Sarkonomique. Vous vous en prenez à la politique menée par Nicolas Sarkozy. Le bilan d'un an, il n'est pas flatteur quand on vous lit. C'est chez Grasset. Ça va beaucoup intéresser Philippe Marini. Vous pourrez en débattre. Dans un instant, chose vue, ce soir, découvrez Marine Médicis. Et puis à 18h45, déshabillons-les. Hélène Risser nous propose de comprendre pourquoi les hommes politiques ont tant de mal en ce moment à utiliser le mot guerre. On ne parle pas de la guerre économique, évidemment, mais de la guerre, hélas,
qui laisse des vraies victimes, notamment en Afghanistan. Bonsoir à tous, à demain, 18h. À demain.